Le réveil de l'info, c'est Atlantic Radio. Avec aujourd'hui les décodeurs Wissam Bouzdeni, rédacteur en chef de Maroc Hebdo, et Nizar Abdallaoui, entrepreneur. Bonjour messieurs, vous allez bien ? Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est que cette énergie là ? Alors, vous allez faire un petit tour de quartier, on va se réchauffer un petit peu et puis vous revenez après. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, aujourd'hui on va parler de confiance, puisque on a commencé ce décompte jour J-10, c'était vendredi dernier, on a parlé d'économie, et là on est à jour J-2, Cannes 2025 jour J-2, le grand test de confiance, État, institutions, citoyens, on peut mettre beaucoup de choses derrière. Le Maroc est-il prêt à fonctionner ensemble pour gagner ? Et on parle de confiance, et vous, alors là j'ai commencé à parler avec vous, et vous m'avez parlé de pression. Donc on va expliquer ça. J'aimerais bien qu'on commence cette émission aujourd'hui par ce match d'hier. Vous l'avez regardé, évidemment. C'est la Coupe arabe. Alors, je ne suis pas en train de minimiser, en train de dire c'était la Coupe arabe et c'était l'équipe A', même si nous, ce matin, on a décidé de la rebaptiser l'équipe A'. Mais c'est vrai, c'est Wissam qui disait ça tout à l'heure hors antenne. Ça met un bon coup de pression à l'équipe A, quoi. Est-ce que... et en même temps, ça nous place pour ce début de Cannes dans une situation rêvée. Déjà, en fait, il y a un coup de pression qui vient de ce qu'on est désormais. On est la 4e équipe du monde, du moins en attendant la prochaine Coupe du Monde, qui va bien sûr reconfigurer un peu cette position. On espère de façon positive, c'est-à-dire qu'on aille au-delà de cette demi-finale. Mais on a aussi ces résultats qui sont... inédit, je dirais, dans l'histoire du foot marocain. Donc, avec cette Coupe arabe hier, ce titre des U20 il y a quelques semaines, au niveau de toutes les catégories, partant des U17 jusqu'aux Olympiques, on est performant. Aux Jeux Olympiques, notamment l'année dernière, on était 3e, donc médaillé de bronze. Donc, je pense que du coup, il y a une certaine performance qui est attendue de l'équipe nationale pour cette CAN, d'autant plus que c'est une CAN à domicile. Donc les pays qui organisent sont toujours une pression en plus de fait. Donc ajouté à ce statut. Mais ce qu'il faut dire, et peut-être qu'on va en reparler hier, c'est que ironiquement cette pression, elle vient de Regragui lui-même, parce que c'est lui qui a haussé la barre il y a 3 ans. C'est lui qui a brisé ce plafond de verre du foot marocain. Et voilà, moi je le dis gentiment, je ne suis pas dans la recherche de la petite bête dans ce que fait le sélectionneur. D'ailleurs, est-ce qu'on peut... On va revenir là-dessus parce que c'est un point intéressant. Alors, bon, on salue évidemment cette victoire et puis cette configuration que nous avons maintenant, mais c'est quand même le fruit d'un travail sur le foot et sur la formation depuis pas mal de temps, quoi. Il y avait cette volonté, on va dire, d'améliorer, on va dire, l'existant et puis de former des jeunes. Clairement, alors effectivement, on salue la victoire de l'équipe nationale. Vous avez vibré hier au Qatar. Bien sûr, c'était incroyable. C'était un moment incroyable, beaucoup de rebondissements très intenses émotionnellement. La pression, je pense qu'elle était là et aussi avant hier, parce que avant la victoire d'hier, en tout cas les attentes, ce qu'on appelle la pression, c'est-à-dire les attentes, je pense que dans l'inconscient collectif, pour beaucoup d'entre nous, cette CAN-là, on va la gagner. On va célébrer bien évidemment chaque victoire, mais la victoire que l'on attend tous de cette CAN, qu'en plus on a la chance d'organiser et qui s'annonce exceptionnelle à plein de niveaux, on s'attend que d'abord elle s'annonce exceptionnelle également sur l'aspect sportif et footballistique. D'autant plus qu'on a quand même des bons échos et de la FIFA et des autres pays africains sur l'organisation de cette CAN. C'est-à-dire déjà on a gagné notre pari, quoi, parce que ce sera une des CAN les mieux organisées depuis longtemps et c'est une CAN moderne. En tout cas c'est ce qu'on dit. Bon, la CAN n'est pas commencée encore, elle commence dimanche, on verra ça. Mais en tout cas déjà ça part très très bien, quoi. Je disais... Je crois que c'est en termes de vente de droits télé,
c'est un record exceptionnel, inattendu. Incroyable. Oui, tout à fait. En termes de nombre de tickets vendus avant même le démarrage de la CAN, je crois que c'est un record inattendu, avec beaucoup de tickets vendus hors Maroc et hors Afrique aussi. Je pense qu'il y a pas mal de facteurs, effectivement. Alors, il y a un facteur qui est très important, on en parlait il y a quelques jours ici, ce sont les diasporas. Les diasporas, parce que je pense que beaucoup d'Africains, on va dire, qui vont venir supporter leurs équipes en partant d'Europe, par exemple, parce que faire Allemagne ou Pays-Bas, Maroc, ou France-Maroc, ou Espagne-Maroc, c'est facile, ça coûte pas très cher, et donc, il va y avoir, je pense qu'on va avoir un rendez-vous de gens issus de la diaspora africaine, comme ça, et que ça va représenter un grand nombre de personnes. Hein. Oui, certainement, d'autant plus que j'ai vu une publication il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, sur le compte de la CAF, je pense, qui précisait les origines nationales des supporters qui avaient acheté les tickets. Ils étaient principalement basés en Occident, c'est-à-dire en Europe et aux États-Unis. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est la vérité. Je pense que le Maroc est pratique pour ces diasporas. Parce que ce qu'il faut se rappeler, moi, je regarde la CAN depuis, je dirais, un quart de siècle. Depuis 98, la première CAN que j'ai vue. Mais, ah bon? Je ne suis pas si vieux, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque CAN, il y avait le même décor à la télévision, c'est-à-dire des stades vides, en dehors des finales et des matchs des pays d'accueil. Des très grands stades vides, effectivement. Ouais. Et c'était triste à voir. Donc là, du coup, on a cette possibilité que des concitoyens, je dirais, africains puissent venir voir ces matchs, d'autant plus dans ces écrans vraiment très, très, très beaux, il faut le souligner aussi, parce qu'on a mis les moyens. Et donc, c'est une excellente chose que... Voilà, bien sûr, on peut regretter, bien sûr, qu'il y ait moins de gens basés en Afrique qui viennent, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est une constante dans l'histoire de la Coupe d'Afrique. Oui, et d'où cette couverture, comme le disait Nizar, d'où cette couverture médiatique. Il y a énormément de médias européens qui vont suivre la CAN au quotidien. Alors que, bon, généralement, on commençait à s'intéresser à la CAN en Europe à partir des quarts de finale, en fait, ou même des demi-finales. Donc, ça, c'est nouveau. Voilà, c'est nouveau. Il y a cet intérêt aussi pour le football africain, qui existe depuis longtemps, mais il se trouve que on a de grandes icônes du football africain qui jouent dans des grands clubs européens, donc ça fait partie aussi du storytelling autour de cette CAN 2025, et ça se passe chez nous, voilà, c'est très bien, c'est génial. Alors qu'est-ce qui peut arriver là? Qu'est-ce qui peut arriver? Moi je dis qu'il faut juste kiffer là, à partir de dimanche. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est un stress test, je dirais, dans la perspective de la Coupe du Monde, parce que je pense que chez le décideur marocain, dans son état d'esprit, c'est le rendez-vous qu'on a vraiment en tête. Ça ne veut pas dire qu'on déconsidère cette CAN, elle est importante aussi dans l'histoire du Maroc. C'est la deuxième fois qu'on l'accueille, d'autant plus que c'est un moment fort au niveau sportif, au niveau footballistique, avec tous ces titres qu'on est en train de gagner. Donc on peut joindre l'utile et l'agréable, c'est-à-dire avoir une CAN agréable du point de vue organisationnel et utile en termes footballistiques, c'est-à-dire avec une deuxième CAN qu'on poursuit tout de même depuis 50 ans, parce que, alors là pour le coup je n'étais pas encore en vie, mais 76 c'est assez loin dans l'histoire. Donc, cette équipe à prime d'hier, donc on voit qu'elle a tenu en fait depuis le début de cette Coupe arabe. Les joueurs ont paru très solidaires entre eux, et hier ils nous ont offert un spectacle incroyable. Ça dit quoi? Ça dit que l'équipe a un réservoir de fous aussi pour l'avenir. Et est-ce qu'on parle tout de suite ou est-ce qu'on attend tout à l'heure cette idée que Walid Regragui aussi a déclenché tout ça il y a 4 ans? Et moi, j'aimerais bien vous poser la question. Pourquoi ça n'a pas fonctionné avant avec Hervé Renard? Et pourquoi d'un seul coup, avec Regragui, ça fonctionne? On en parlera tout à l'heure, vous avez certainement une idée là-dessus. Et puis on parlera de confiance
la CAN, c'est pas simplement que du sport, c'est tout un tas de choses. On en a parlé dans les décodeurs depuis une semaine. C'est de l'économie, c'est des infrastructures, c'est en fait la marche du Maroc. Alors, est-ce que les Marocains ont confiance dans leur pays? Est-ce que cette CAN, c'est aussi le meilleur soft power pour cette confiance qui touche aussi la politique, l'économie? On en parle juste après le journal de Karim Droné. Et je ne suis pas tout seul, Wissam Bouzdani, rédacteur en chef de Maroc Hebdo. Hello. Hello. Et Nizar Abdallaoui, entrepreneur. Hello. Hello. Bon, Nizar, vous voulez revenir sur on va dire ce travail sur le football marocain qui a commencé il y a 20 ans, c'est ça? Effectivement, pour revenir sur ce qu'on disait juste avant, je pense qu'effectivement, Walid El-Gharaghi, Hervé Renard, d'autres, chacun a apporté sa pierre à l'édifice, mais ma lecture, c'est que le mouvement qui a conduit à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui a démarré il y a une vingtaine d'années, avec la première chose, c'est que je lis moi, c'est une vision très claire, c'est on ne fait plus venir les gens pour se qualifier à des Coupes du Monde, mais on fait venir des gens avec le rêve de devenir champion du monde un jour. Avec une ambition très très forte pour remonter redonner à cette équipe ce qu'elle pourrait mériter, et puis surtout avec une approche que je vois qui est assez holistique, parce que la réalité c'est qu'il y a eu un certain nombre de réformes à la fois sur le championnat, l'intégration, l'invitation du secteur privé, des entreprises à venir soutenir le championnat national, des infrastructures de très haut niveau, à la fois pour l'entraînement, les stades, l'investissement dans les générations futures. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que beaucoup de ces jeunes, beaucoup de ces nouveaux champions ont été formés localement et n'ont pas été formés il y a 3 ans ou il y a 4 ans. Leur formation a démarré il y a 15 ans dans les centres, et c'est ce qui leur permet aujourd'hui de délivrer les résultats qu'ils sont en train de donner. Donc voilà, pour moi, c'est d'abord une vision qui est très claire avec une ambition très forte, et puis surtout la construction de tout un écosystème autour du football, et un parallèle que j'aime bien faire avec, en tout cas, j'aime bien dire ça, c'est j'espère que pour ce qui me concerne, par exemple, qui est l'écosystème tech, start-up, innovation, on essaye d'avoir cette même approche, ne plus se dire uniquement, par exemple, les start-up manquent d'argent, mais c'est un tout. C'est des centres de formation, des universités, des corporates qui vont donner accès à un marché, c'est des experts qui ont formé, etc. C'est vrai qu'en ce qui concerne les startups, on a toujours à peu près les mêmes éléments de langage, c'est-à-dire les levées de fonds. Alors que ce n'est pas tout. Et ensuite, les accompagnements, c'est-à-dire comment on appelle ça dans le monde des startups, enfin en tout cas des endroits... l'accompagnement, les incubateurs, etc. Qui accompagnent les startups. Ce sont les deux seuls éléments de langage. Alors que je suppose que c'est beaucoup plus complexe. Ça ne suffit pas, effectivement. Il faut qu'il y ait d'abord une volonté gouvernementale pour mettre en place un certain nombre de réformes nécessaires à l'émergence de cet écosystème. Il faut qu'il y ait des universités qui vont former des talents et qui vont surtout spread un mindset entrepreneurial qui n'est pas forcément que de la formation à l'entrepreneur, c'est beaucoup plus général que ça. Et c'est des entreprises qui ont accès de droit ou de fait à certains marchés, qui vont accepter d'incorporer ou de faire grandir les gens qui cogitent autour. C'est une ambition très forte. C'est de la même manière, il faut que les entrepreneurs, beaucoup de la diaspora, se dire, je ne vais pas faire venir un entrepreneur au Maroc, un Marocain de la diaspora au Maroc, juste parce qu'il aime bien son pays. Il peut venir d'abord parce qu'il aime bien son pays, mais aussi et surtout parce qu'on va lui donner les moyens d'exceller depuis le Maroc dans le monde. C'est exactement la même chose qu'on a fait pour le foot. On ne fait plus venir des Marocains de l'étranger pour jouer dans l'équipe nationale parce qu'ils n'ont pas été retenus dans leur pays de résidence, mais on les fait venir parce qu'ils vont participer et faire la 4e place et une demi-finale de Coupe du Monde. Donc ils viennent pour gagner avec le Maroc. Ils viennent pas par défaut au Maroc. Et je pense que c'est ça aussi, ce mindset qu'on doit essayer de translater sur un certain nombre d'autres industries, si on peut les appeler. Alors moi, je trouve ce parallèle absolument génial. On va essayer de reprendre ça pour diffuser sur les réseaux sociaux ce week-end. Franchement, n'est-ce pas? Oui, absolument. Je veux dire que il y a eu, pour reprendre le langage des startups, il y a eu une vision, il y a eu une scalabilité, si on peut faire le parallèle aussi.
Le fait, je pense surtout le côté vision est important, je veux dire souligné à juste titre par Nizar. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé à ces résultats par hasard. Donc il y a eu un travail de fond qui a été fait au niveau de l'homme, avec un grand H, et de la femme aussi, bien sûr, parce qu'on performe aussi au niveau du foot féminin. Oui. Non, pour préciser les choses. La femme est un homme comme les autres. Enfin, c'est ça le truc. Voilà. Un humain, disons. Human. Restons-en on va dire ça. On va lancer une polémique. Tiens, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, je pense qu'il fallait. Merci Maroc Hebdo. Hein. Non, je parlais de l'humain. Malheureusement. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je tenais à préciser les choses. Mais je pense que ce qu'il fallait simplement, c'est un déclic psychologique. Et c'est là où je pense qu'il y a eu cette série de résultats positifs entamés par Renard, parce qu'on en parlait tout à l'heure. N'oublions pas que le jour où il arrive, en février 2016, on est 84e ou 85e dans le classement FIFA ou quelque chose comme ça. Pas qualifié pour la Coupe du Monde depuis 20 ans. Dernière qualification pour le deuxième tour d'une CAN en 98 aussi. Donc il y a, comment dire, une amélioration des résultats. Et après, donc avec Vaïd, avec Greg Ragui surtout, on en arrive à cette demi-finale de la Coupe du Monde. C'était important pour que les Marocains puissent comprendre qu'ils étaient en mesure de réaliser les mêmes performances que les meilleures équipes du monde. Et dans le domaine du foot ou du sport en général, c'est ce qu'on appelle l'héritage ou l'héritage footballistique pour rester foot. C'est-à-dire que quand on est conscient de ses capacités, quand on a une histoire, quand on a un palmarès qui tient la route, et qu'on est sur un terrain, ça pèse beaucoup. C'est-à-dire que, je peux vous donner un exemple très... Je veux dire, le Nigeria, par exemple, la dernière fois où ils ont vraiment... étaient dominants. Bon, c'est vrai qu'ils ont été finalistes de la dernière CAN, mais la période d'or de cette équipe, c'est plutôt dans les années 80-90. Mais parce qu'ils ont construit un nom, ça reste et ça joue psychologiquement aussi bien chez eux que chez les adversaires. Et du coup, là, avec le Maroc, moi, j'ai été très ravi de voir les réactions après le tirage au sort de la Coupe du Monde. Voir Ancelotti, le sélectionneur brésilien, dire que voilà, le Maroc, c'est le principal adversaire du groupe. Ça vient de ce travail, de ce résultat, de cette barrière psychologique qui est tombée donc il y a 3 ans au Qatar. Oui, moi je pense aussi qu'il y a une certaine stabilité. C'est-à-dire ce que disait Nizar tout à l'heure, je me souviens, il y a quelques années, il y a 10-15 ans par exemple, on savait qu'il y avait des joueurs marocains, des stars marocaines qui traînaient les pieds pour venir jouer en équipe nationale, comme certaines stars du football africain, ivoiriens, sénégalais, traînaient des pieds aussi pour aller jouer dans leur équipe nationale. Et je pense que tout ça, c'est terminé. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fierté annoncée et je pense que c'est difficile de jouer en équipe nationale quand on est un joueur. Parce que finalement, on va arriver avant un événement comme la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique, on va jouer très peu, on va s'entraîner très peu, et on arrive et il faut être bon sur un match, 2 matchs ou une sélection, etc. C'est très compliqué. Donc, et alors qu'on est pressé par son équipe en Europe, parce qu'on a des championnats, on a des Ligues des Champions, des choses comme ça. Donc, c'est compliqué. Et là, je pense qu'il y a une stabilité, il y a une fierté, et donc il y a une confiance qui s'est installée entre les Marocains et leur équipe de foot. On est comme partout ici au Maroc. On critique beaucoup, on joue les entraîneurs. Moi, je pense que ça s'est calmé là depuis quelques années. Hein ? Non ? Peut-être, ouais, effectivement, peut-être ça s'est un peu calmé, mais après j'ai envie de dire que ça fait partie du jeu, et nous les premiers ici autour de ce plateau, on est là à commenter ce que font les autres, et puis c'est le droit qu'on a tous à réfléchir sur l'écosystème et le monde qui nous entoure de manière générale. Mais après, est-ce que on a dit Greg Ragui dehors depuis qu'il est entraîneur de l'équipe nationale? Je pense qu'il y a des gens qui ont dû le dire. C'est pas un sujet. Il y a des gens qui ont dû le dire, notamment, je crois, lors de la dernière CAN,
où les résultats étaient un peu en dessous des attentes. Il y a eu des critiques à droite, à gauche, mais comme partout, tout le temps, vu de l'extérieur, c'est très facile de venir et commenter quand on est dans un balcon et qu'on essaye de voir ce qui se passe. C'est très facile de dire pourquoi est-ce qu'il n'a pas dansé de cette manière, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ceci, cela. Être sur le terrain, c'est autre chose. Alors cette confiance, c'est la thématique d'aujourd'hui, Cannes 2025, jour J-2, le grand test de confiance. C'est surtout, vous l'avez bien compris, un parallèle entre finalement ce qu'on connaît dans la vie normale, toutes les thématiques qu'on évoque habituellement dans les décodeurs. On parle d'économie, on parle d'entreprise, on parle des PME, on a beaucoup parlé du PLF, donc du budget de l'État ces 2 derniers mois. Là, manifestement, il y a une confiance des Marocains dans cette organisation, ce travail qui a été fait sur le football, comme disait Nizar. Pourquoi ça marche un peu moins bien dans certains autres écosystèmes de l'État, on va dire? Je pense que on en parlait tout à l'heure, c'est l'absence de vision. Il n'y a pas de vision et parfois, même si on a une vision, on n'a pas la bonne intendance, c'est-à-dire les bonnes personnes qui sont à même de mener à bien, mettre en œuvre cette stratégie. Je ne sais pas à quel point en particulier vous pensez tous les deux. Moi, par exemple, les premiers exemples qui me viennent en tête, c'est dans le domaine de l'économie, c'est par exemple des secteurs qui réussissent, comme l'aéronautique et l'automobile. On a d'autres secteurs qui ne réussissent pas, alors qu'ils ont été, lancés ou propulsés en même temps. Je pense par exemple au textile à une certaine époque, ou à ce qu'on appelait en général les métiers mondiaux du Maroc. On a mis les mêmes moyens pour tous les secteurs, mais certains ont bien moins marché parce que tout simplement, on n'avait pas les bonnes personnes au niveau gouvernemental. Oui, d'autant plus que par exemple sur le textile, on se permet aussi de faire des parallèles avec la Turquie, par exemple, alors qu'il y a eu une vision en Turquie, en fait, industrielle sur le textile. En fait, il y avait aussi une vision très intéressante dès le gouvernement, je pense, il y a 20 ans. Non, mais il y a eu beaucoup de visions avec le gouvernement Ch'tou, et puis voilà. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'aéronautique et l'automobile, ça date de cette période-là. Oui. Les débuts, les prémices, Oui. je dirais. Parce qu'après, ça a été vraiment précisé sous le gouvernement d'après, à l'époque où Mzouar était ministre de l'économie, parce que je me rappelle très bien de cette période. Mais on a eu les bonnes personnes. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que, et ça c'est important au niveau du Maroc, c'est à chaque fois qu'il y a cette implication royale, donc pour donner un coup de boost à un secteur, ça marche, mais il faut en même temps que les responsables soient responsables. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelle des responsables. Mais voilà, il faut que les choses se fassent d'elles-mêmes parfois, parce que tout de même, on a un pays qui est grand avec 35 millions d'habitants. Et voilà, il ne faut pas qu'il y ait à chaque fois, forcément des directives pour que les choses marchent. Il y a des domaines qui sont très importants sur lesquels on pourrait effectivement faire des parallèles, comme l'éducation, par exemple, ou l'emploi. Pour revenir à votre domaine, Nizar, qu'est-ce qu'il faudrait, par exemple, pour que ce domaine-là des startups, mais j'irais même plus loin, de l'innovation, de la R&D, etc., fonctionne mieux? Effectivement, je pense qu'il y a le sujet de la vision et de la volonté. Avec une ambition qui est très très forte, c'est-à-dire que ça ne peut marcher, ce sont des environnements où ça ne peut marcher que si on a une ambition mondiale de premier rang. On n'est pas là pour consommer, on n'est pas là pour soutenir, on est là pour créer. Ce qui est le cas avec le football. Ce qui est le cas avec le football. Voilà. Aujourd'hui, on ne parle plus d'autre chose que d'être champion. Et je pense que dans l'inconscient, on est tous là à attendre quand est-ce que sera la première fois où on sera champion du monde. Ce qui était, il y a quelques années, on attendait quand est-ce qu'on allait se requalifier à la Coupe du Monde. Donc le shift est énorme. Et c'est un peu c'est ce shift-là qu'il faut essayer d'opérer dans chaque chose. L'automobile, par exemple, c'est la même chose. C'est comment on fait pour se positionner dans la carte mondiale de la production de voitures. On n'est pas uniquement un
je dirais que sur les domaines comme ceux de l'industrie, l'aéronautique et l'automobile, on se débrouille plutôt pas mal. Quand on voit le taux d'intégration et quand on voit évidemment, il y aura une mutation vers l'électrique, c'est évident. C'est évident qu'on va commencer à parler de fabriquer des batteries, etc., etc. Moi, je pense que ça va aller par là. Et ce taux d'intégration, il va monter encore plus. Mais sur le domaine des startups, justement. Ouais, donc j'y viens. Donc c'est la notion de volonté et de vision et avec une ambition très forte. Donc d'être parmi les meilleurs à l'échelle mondiale. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est je pense qu'il faut qu'il y ait un leadership dans l'exécution de cette vision qui soit assez fort aussi. Quand on pense à ces industries ou là au football, il y a toujours une personne derrière qui va prendre le sujet à bras le corps et qui va s'assurer que tout le monde, parce qu'encore une fois, je suis convaincu de ça, c'est pas une seule chose, ça ne marche pas avec un seul facteur, ça marche avec plusieurs intervenants, stakeholders qui qui s'alignent sur la feuille de route et c'est ça le rôle de ce leadership-là qu'il peut-être n'est pas encore clairement identifié aujourd'hui sur la partie innovation et start-up. Il faut quelqu'un qui soit comment dire, moteur pour tout ça. Absolument, qui va s'assurer que les réformes... Un capitaine d'industrie, un politique... Ça peut être, comme de beaucoup de choses, le Maroc sait faire preuve d'ingéniosité, ça peut être au niveau du gouvernement, ça peut être au niveau d'une agence indépendante, ça peut être au niveau d'une institution publique ou privée, mais en tout cas, il faut qu'il y ait cette consolidation des efforts et surtout l'alignement de la direction qui est prise par chacun des stakeholders autour de la table. D'ailleurs, pour revenir au sport, on avait un écosystème qui marchait plutôt bien. C'était celui de l'athlétisme. On était parmi les mieux performants du monde à une certaine époque, en tout cas dans certaines catégories, le demi-fond surtout et le fond. Et on a vraiment reculé sur ça au cours des 20 dernières années parce que justement, il n'y avait pas les bonnes personnes pour non seulement faire persister ce système, mais l'améliorer et le laisser performant par rapport à ce qu'on faisait avant. Donc, le leadership, je pense que c'est un point qui est très important. Et c'est d'ailleurs à cet égard qu'il faut souligner le travail qui a été fait au niveau de la fédération par Fawzi Rja. Je pense que parfois, ça me paraît bizarre, mais dans certaines discussions, on tend à minimiser ce qui a été fait au cours des 11 dernières années, alors que je trouve que vraiment c'est un des bilans les plus... je veux dire, c'est ma pensée sincère, les plus incroyables que j'ai vu dans une fédération sportive. Passer de pays qui peinent à se qualifier à la Coupe du Monde à un pays qui rêve de gagner la Coupe du Monde et qui la gagne déjà dans certaines catégories d'âge, je trouve que c'est vraiment hallucinant comme performance. C'est pas quelque chose qui est à la portée de tout le monde, parce que si c'était le cas, des pays autrement riches, avec des moyens beaucoup plus affirmés que ceux du Maroc, l'auraient fait. N'oublions pas que le palmarès que réalise actuellement le Maroc, il n'est pas réalisé par des forces traditionnelles du foot. Je pense aux pays d'Amérique latine, comme le Brésil ou comme l'Argentine, aux pays européens, en dehors peut-être de la France et de l'Espagne, parce que, voilà, justement, en termes de vision, en termes de leadership, ils sont très en avance, mais on espère bien sûr arriver à ces standards un jour. Messieurs, on se retrouve juste après les informations de Mourad Baba pour la suite des décodeurs sur Atlantique. Avec aujourd'hui Wissam Bouzleni, rédacteur en chef de Maroc Hebdo, et Nizar Abdallaoui, entrepreneur dans la tech, on l'a bien compris. On va terminer avec le sujet Cannes 2025, parce qu'évidemment, ça commence dimanche, les gars. Hein, donc je vais pas vous demander un pronostic, parce qu'évidemment on a tous envie que le Maroc remporte cette Cannes. Il y a aussi un détail très important, c'est pas un détail d'ailleurs, c'est que, on le disait tout à l'heure, il y a une diaspora africaine qui va arriver massivement, peut-être qui arrive déjà, si peut-être vous nous écoutez, et c'est votre cas, on vous salue bien. C'est aussi parce que ce qui est
en train d'être mis en avant par le Maroc, c'est cette espèce de modernité. C'est-à-dire qu'on arrive ici, on branche son téléphone portable et on va avoir peut-être même le même opérateur qu'on a à la maison. On va pouvoir sur une plateforme commander un Uber, un VTC. On va pouvoir, on va arriver dans un stade avec exactement la même chose que dans un stade en Europe, par exemple. Tout à l'heure, on se posait la question sur les services de restauration. Alors, on n'a pas la réponse sur les grands stades, mais bon, il n'y a pas de raison. Il y aura bien... Est-ce qu'on pourra manger des sandwichs ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on pourra se restaurer ? Mais bon, c'est normal dans un stade. Non ? Oui, si, ouais, c'est normal. Oui. Bon, et puis même sans canne, il y a et puis on a dit aussi, on va pas donner de chiffres, mais on a dit quand même que là aussi sur ce qu'on peut appeler l'événementiel et puis les tribunes réservées aux entreprises, bah ça fonctionne comme ailleurs, hein. C'est-à-dire qu'une entreprise peut avoir une loge VIP dans un stade pour inviter ses partenaires, ses employés, etc. Ça marche, ça. Bien sûr. Et c'est cher. C'est cher, ça. Le prix que ça mérite, peut-être. Ah, peut-être. Voilà, c'est vrai. En fait, il y a deux options. Soit vous achetez un appartement, soit vous prenez une loge VIP pendant bon, après, je pense que c'est logique. On veut rentabiliser ces investissements. Ça a coûté pas mal d'argent. C'est un moyen. Oui, je crois que c'est rien par rapport à ce qui nous attend pour la Coupe du Monde 2026. J'ai entendu les premiers chiffres sortir pour les matchs qui se joueront aux États-Unis. Ouais, mais enfin... C'est indécent. Pour le coup, je trouve même pas de mots. Non, mais attendez, moi je pense que le truc, c'est qu'on n'a toujours pas eu d'explication de la FIFA là-dessus. Sur ces prix exorbitants. Quoi. Multiplié par 8 ou 9 par rapport au Qatar. C'est la demande, apparemment. C'est la demande qui impose ces prix. Après, je pense qu'il faut quand même prendre en compte... le fait fondamental que le foot reste un sport populaire, destiné à tout le monde, pas seulement aux plus riches. Et que d'ailleurs, si on comptait seulement sur les riches pour suivre le foot, ça aurait autant d'importance que le polo. Je sais pas, Franck, est-ce que tu regardes le polo ? Non. T'imagines, on se réveille un matin et le foot, enfin le polo est devenu le foot et le foot le polo. Ça peut arriver avec ce genre de pratique, avec le temps. Non, mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, là, on est dans c'est un autre sujet, mais on est aux États-Unis. On veut imposer des choses, donc. Le prix fait partie des choses qu'on veut imposer, mais il y a aussi les cartons, et il y a aussi cette façon de gérer un match de foot. Pas du tout dans la continuité, mais avec des séquences courtes pour que ce soit plus rémunérateur, tout simplement, et que ça passe mieux à la télé. Après, on va revenir, après la Coupe du Monde en Amérique, on va revenir au pays AUX du football, c'est-à-dire l'Europe et l'Afrique. Donc, on ne peut pas se comporter comme ça. Si on a des prix qui sont au niveau de ce qu'on a aux États-Unis actuellement, c'est pas possible. Mais ce sera impossible. Qui va venir à la Coupe du Monde ? Enfin, que des touristes, quoi. Voilà. C'est sûr. Non, il faut garder, et je pense que c'est ça qui est important. Et j'espère que ceux qui nous dirigent vont garder cette option-là, notamment dans cette stratégie sur les stades, il faut des supporters, il faut des gens qui sont en famille et qui viennent en famille pour voir des matchs de foot et que la barrière soit pas fermée à l'entrée, quoi. C'est très important. Il faut que ce soit, pour revenir au sujet d'aujourd'hui sur la confiance, il faut que tout ça soit un projet collectif. Et quand on parle de collectif, on intègre tout le monde. Ceux qui ont de l'argent, ceux qui n'ont pas d'argent. Oui, absolument. On a des moyens de faire accéder les petites gens, je dirais, au stade, tout en... on peut travailler sur la comptabilité, faire des choses créatives pour peut-être renchérir certaines places, mais en même temps laisser la place ouverte à des gens qui ont moins de moyens. Surtout que la Coupe du Monde, déjà il faut savoir que ça requiert un déplacement par avion, ça requiert un séjour, etc. Donc il ne faut pas en arriver à cette indécence.
Il faut que le foot garde son esprit d'origine, ne pas en faire un produit, je veux dire, commercial pur. Garder en tête qu'il revêt une dimension culturelle forte, une dimension identitaire aussi très forte. D'ailleurs, la Coupe du Monde, pourquoi ça reste l'événement phare du foot, c'est parce que il y a des nations qui sont aux prises, si je puis dire. Donc voilà, c'est des éléments qu'il faut garder en tête, et peut-être que voilà, on a des décideurs qui sont malheureusement déconnectés au niveau de la FIFA, et qu'il faut peut-être qu'ils doivent remettre en question certains de leurs principes. Oui, en tout cas, bon, ça n'a pas l'air de freiner évidemment ceux qui veulent acheter des billets aux États-Unis, parce que sur la Coupe du Monde 2026, parce que ça marche très bien, quoi. Ça a commencé. Je ne savais pas que les commencé. Oui, il y a une première. Ok. Je suis pas concerné. Une première série de ventes. On se retrouve dans 1 minute. Suite des décodeurs. On va terminer avec ce sujet Cannes 2025, jour J-2. Messieurs, qu'est-ce qui vous paraît le plus compliqué dans cette Cannes ? On va parler de sport maintenant, de football. Là, il faut vous. Qu'est-ce qui vous paraît le plus compliqué pour notre équipe marocaine dans cette compétition-là, à 2 jours de l'ouverture ? Moi, je pense que c'est les petits matchs, même s'il n'y a plus de petites équipes, mais c'est les matchs un peu laborieux. Je pense que ce qui est intéressant dans le parcours de l'équipe nationale depuis un certain temps, c'est qu'on a appris à gagner ces matchs, parfois de façon très laide, mais c'est pas avec le bon très jeu. Laide. Je veux dire, c'est des matchs très, très italiens au sens catenaccio classique. Match gagné sur la plus petite marge, 1-0. Mais ce sont ce genre de performances qui peuvent ramener, qui constituent un palmarès. Ce n'est pas le beau jeu. D'ailleurs, on a fait toujours du beau jeu au Maroc. On a toujours eu des joueurs beaux avec une technique irréprochable. Mais qu'est-ce que ça nous a donné en 50 ans, 60 ans de foot ? Là, c'est en train de changer parce qu'on a changé de paradigme. Donc, moi, sur ces petits matchs, je pense qu'on peut faire confiance à Regragui. Après, il faut du mental. C'est une compétition assez longue, tout de même. C'est 7 matchs. Oui. Donc, on ne va pas être performant à chaque match, mais voilà, il faut la continuité. Bon, toujours peur des... Vous pouvez dire le Sénégal, il n'y a pas de problème. Parce que moi, j'ai peur du Sénégal. Voilà, quand on voit les performances du Maroc, alors à la fois, tout le monde peut nous faire peur, et on l'a vu à la dernière CAN, mais en même temps, on peut faire peur à tout le monde. Et je pense que la vraie conclusion, c'est de rester constant et éviter les surprises. La vraie crainte, c'est les surprises, blessures, etc., changement tactique dernière minute qui paye pas. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et être calme. Comme Regragui. J'ai l'impression qu'il est très zen, il est très calme. Zen. 9h18, les débats express. Vous écoutez les décodeurs d'Atlantic Matin. Les débats express. C'est n'importe quoi au niveau des horaires aujourd'hui, franchement. Mais c'était un sujet intéressant quand même. Ça nous a permis de parler de plein de domaines. On a même parlé de start-up et de football. Plus de 70% des internautes marocains accèdent à l'information via les réseaux sociaux. Et je voulais qu'on parle de fake news. Une première rencontre nationale consacrée à la lutte contre les fake news et à la désinformation a eu lieu à Rabat, organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Et cette lutte contre les fake news... ça semble être une priorité donc du ministre de la Culture, Mohamed Mehdi Ben Saïd. Wissam, vous êtes rédacteur en chef d'un journal qui a aussi sa version en ligne. Est-ce que vous observez que les fake news, la désinformation est de plus en plus présente sur les réseaux sociaux ? Oui, et en fait, c'est un élément important aujourd'hui de notre travail, c'est-à-dire qu'on est exposé tout le temps à des informations qu'on doit vérifier. Le travail que ça nécessite est plus conséquent que par rapport, par exemple, aux années où j'ai commencé dans le métier. Donc il faut faire avec. Il n'y a pas de solution miracle parce que j'ai suivi le débat de la rencontre. C'est vrai qu'à l'époque où on a commencé, parce que je m'associe à ça,
il y avait une façon de lancer de la désinformation et des fake news, c'était ce qu'on appelait la rumeur. C'est-à-dire qu'on pouvait, au début des réseaux sociaux, ou même en lançant différentes rumeurs dans les journaux, par exemple, pourquoi pas, tout ça pouvait se propager, mettait du temps à se propager, mais pouvait être terrible, quoi. Bon, maintenant, on est passé au 5.0. Hein, et en fait, il y a aussi très rapidement, en une phrase ou deux, le piège aujourd'hui, c'est que même les médias traditionnels ont été décrédibilisés par certaines sphères, on peut dire fascistes peut-être, qui remettent en cause la vérité, ce qui est, je pense, un fait sans précédent dans l'histoire humaine. Ouais. Oui, ça existe. Nizar, c'est votre faute tout ça. Hein, ça a été amplifié par la tech. Absolument. Comme chaque révolution technologique ou culturelle, ça vient avec son lot d'opportunités et ses menaces pour la société. Les fake news ou la déformation de la réalité en est une. D'autant plus que c'est encore nouveau, ce monde-là. Tout le monde n'est pas aussi averti à cette facilité à déformer et à créer du faux réel. Et donc je pense que c'est effectivement très très important d'être vigilant, surtout à la veille d'une année électorale où on n'est pas à l'abri de voir ça dans tous les sens pour favoriser ou nuire aux intérêts des uns et des autres. Donc, mais je crois qu'il y a il y a une loi qui est passée récemment, qui est en cours de discussion à ce sujet. En tout cas, je pense que c'est important. Le ministre de la Culture a demandé aux médias traditionnels comme vous le disiez, de diffuser des contenus vérifiés. Mais c'est pas facile. Hier, je regardais, par exemple, une déclaration d'Emmanuel Macron, le président français, qui revenait sur une fake news qui est extrêmement bien faite, quoi, avec une fausse présentatrice à Paris, Tour Eiffel en fond, l'IA avait fonctionné magnifiquement bien, etc. Cette fake news, je ne sais plus exactement... sur un coup d'État en France. Qu'est-ce qu'il en était, un coup d'État en France, voilà, c'est ça. Elle a été vue sur TikTok 12 millions de fois, quoi. Bon, alors évidemment, tout le monde peut réfléchir et se dire que tout ça, c'est pas vrai, quoi. Mais je pense que là, on est en train de consommer du n'importe quoi, n'importe comment, et notamment sur ces réseaux sociaux, et notamment sur TikTok, parce que TikTok vous encourage à passer d'une nouvelle à l'autre comme ça, sans réfléchir. Et je pense aux enfants, par exemple, et je pense aux adolescents. Ça peut devenir très compliqué, quoi. Oui, c'est une époque où il faut forcément que les citoyens soient vigilants, qu'ils développent un sens critique important. Les journalistes et les journaux peuvent jouer un rôle, bien sûr. D'ailleurs, une des recommandations, c'est que chaque journal établi mette en place une section fact-checking dans le journal en question. Mais après, les citoyens ont également un rôle à jouer. Moi, je vous en parlais tout à l'heure parce que je le sens. Je ressens une méfiance, mais ça c'est mondial, c'est pas uniquement au Maroc, une méfiance automatique contre les informations qui sont données par la presse. C'est-à-dire qu'on cherche tout le temps la petite bête. On se dit que, par exemple, moi j'ai vu, en parlant des inondations de Safi, lorsque le bilan a été donné 37 morts, il y a eu pas mal de gens qui disent « Ah non, ils sont en train de mentir », alors que c'est prouvé, je veux dire, par les faits. Pourquoi disent-ils ça? Je pense que c'est une défiance universelle envers les institutions qui se manifestent contre la presse de cette façon, et contre l'information, je dirais plutôt. Et c'est la vérité qui est remise en question en elle-même. Mais voilà, il faut quand même qu'il y ait un sens critique qui demeure. Ouais. Alors, encore un débat express. Mardi à Pékin, le Maroc et la Chine ont tenu la 7e session de leur commission mixte de coopération économique, commerciale et technique, un rendez-vous diplomatique en apparence classique, mais qui intervient dans un contexte mondial particulièrement tendu. Recomposition des chaînes de valeur, rivalité sino-américaine, repositionnement de l'Europe et montée en puissance de l'Afrique comme terrain de compétition économique. La Chine au Maroc... comment notre collaboration peut-elle évoluer? Je pense que la question de collaborer
avec la Chine ne doit même pas se poser. Mais il faut faire plus. Deuxième puissance économique mondiale, plus croissance fulgurante, la plus forte. Un autre sujet que j'aime bien après la tech, c'est celui de l'automobile. Et là, on commence à présenter un peu qui je suis. Et on le voit, les voitures, les marques chinoises sont en train de conquérir le marché avec une vitesse fulgurante d'un point de vue technologique, sur l'intelligence artificielle. Les avancées de l'écosystème chinois sont assez impressionnantes. Donc, oui, pour que le Maroc garde cette politique qu'il a toujours eue, qui a toujours été multilatérale. Il y a toujours eu de très bonnes relations avec l'Europe, les États-Unis, et puis cette ouverture sur la Chine est une vraie opportunité pour nous d'un point de vue économique. Qu'est-ce qu'on peut... La Chine peut utiliser, parce que la Chine utilise toujours, la Chine, on est dans une collaboration économique à chaque fois. Donc, comment la Chine, autant poser la question comme ça, peut-elle utiliser le Maroc ? Je pense qu'il y a cette idée de faire du Maroc une sorte d'atelier pour l'Europe, sur la base de nos accords de libre-échange avec l'Union européenne. Je sais aussi que c'est vu avec méfiance. Je me rappelle de cette histoire d'il y a quelques mois lorsqu'on a surtaxé des jantes chinoises, de sociétés chinoises fabriquées au Maroc, parce qu'on considérait que c'était du dumping. Donc c'est sûr que la venue chinoise au Maroc n'est pas vue d'un bon œil par nos partenaires occidentaux. Il y a certainement un effort à faire pour leur démontrer que ce n'est pas forcément à leur détriment que cela se fait. On est plutôt dans une coopération globale au bénéfice de tous. Mais après, ça dépend aussi des dynamiques bilatérales entre la Chine et l'Europe. Nous, ce qu'on peut faire, c'est essayer du mieux qu'on peut d'évoluer au milieu de ces tensions, de façon fluide, diplomatique. Alors, rapidement, hier, on a parlé avec Hicham Hamadi et Ismaël Bargache de l'Union européenne qui a donc stoppé l'interdiction des véhicules thermiques à 2035, comme c'était prévu depuis quelques années. Donc on a dit que c'était une opportunité incroyable pour les Chinois, puisqu'ils vont continuer, eux, à fabriquer des véhicules électriques. Ils vont continuer à développer l'électrique et les Européens vont continuer à développer de l'hybride et puis du thermique. Bon, est-ce que dans cette optique-là, par exemple, on sait qu'on le disait tout à l'heure, au Maroc, on fabrique des voitures et on fabrique des voitures avec un taux d'intégration qui est quand même assez élevé, que la suite, c'est de fabriquer des véhicules électriques. Est-ce que les Chinois peuvent nous aider? Je pense par exemple aussi dans un autre domaine qui est la tech, les Coréens qui vont venir pour produire des centres de data, notamment avec Nvidia. Donc le Maroc est intéressant parce que avec cette proximité de l'Europe, est-ce que ça peut fonctionner comme ça, par exemple sur les batteries ou sur des choses comme ça? Clairement, là, je suis convaincu que c'est une super opportunité, à la fois vers l'Europe, mais aussi vers l'Afrique. On l'oublie, mais un continent de bientôt que 1/4 de la population mondiale, un continent qui est encore sous-équipé en matière d'équipement automobile. Autant quand les Européens commencent à abandonner de manière générale la voiture, les Africains sont tout juste en train de s'équiper. Donc je pense que c'est clairement le plus grand marché de l'automobile et le Maroc est une excellente porte d'entrée vers ce continent. Wissam ? Je veux dire qu'on est en train de créer l'écosystème de toute façon avec les batteries, tu en parlais. Donc voilà, espérons le mieux pour l'industrie marocaine et pour les footballeurs marocains à partir de ce dimanche. Et ben voilà, et je vous souhaite une bonne CAN 2025 à tous les deux. Merci à tous les Marocains. Merci beaucoup, messieurs. Merci Franck pour l'invitation, un plaisir comme toujours. C'était les décodeurs. Dans quelques petites secondes, les informations avec Karim Droné. Tous les matins, 7h-10h. CES 98.8.